On entend beaucoup parler de perturbateurs endocriniens dans notre quotidien, mais qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Comment ça agit? Où est-ce qu'on va les trouver? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles solutions on peut trouver pour les éliminer et s'en débarrasser le plus possible? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule de synthèse ou naturelle dont la structure va ressembler à une des hormones de notre corps et va venir se poser sur les récepteurs de nos cellules pour prendre la place de nos hormones, donc interférer avec le bon fonctionnement de notre corps. Si je voulais faire une comparaison pour vous permettre de mieux comprendre, c'est comme le tee d'une balle de golf. Nos récepteurs, donc nos cellules, possèdent des tees et nos hormones, ce sont les balles de golf qui vont venir se poser sur le tee et on va pouvoir jouer au golf. Un perturbateur endocrinien, c'est une balle de tennis qui va venir prendre la place de la balle de golf, se poser sur le tee, et vous comprenez bien qu'on ne joue pas au golf avec une balle de tennis. Donc ça vient prendre la place, mais ça n'a pas la même action. Alors pourquoi on parle de substances synthétiques ou naturelles? Parce qu'en fait, on peut avoir une substance naturelle fabriquée en laboratoire. Ça, c'est vraiment jouer sur les mots, mais à partir du moment où on retrouve cette substance-là dans la nature, comme la progestérone par exemple, on en trouve dans des corps de femmes, si elle est synthétisée en laboratoire, elle est considérée comme une substance naturelle. Donc, vous voyez, il faut aussi se méfier un petit peu des termes et on en reparlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, voilà ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, ça va provoquer forcément des réactions différentes au niveau de notre corps. Et ce n'est pas tant le perturbateur endocrinien en soi qui va être problématique à ce point-là, c'est surtout la répétition, on va dire la dose de perturbateurs endocriniens que nous allons ingérer, mettre sur notre peau, respirer, et la fréquence avec laquelle nous allons le faire qui va entraîner des conséquences. Et les conséquences, ça peut être des troubles de la fertilité, ça peut être des troubles du cycle, ça peut être des dysfonctionnements hormonaux au niveau thyroïdien, au niveau surrénalien, de toutes nos glandes qui réagissent avec des hormones. Ça peut entraîner des pubertés précoces, ça peut entraîner des diminutions de la qualité du sperme chez les hommes. Donc, il peut y avoir énormément de répercussions. Où est-ce qu'on va les trouver, ces perturbateurs endocriniens? Eh bien, partout. On va les retrouver dans l'alimentation, on va les retrouver dans l'eau, on va les retrouver dans les cosmétiques, on va les retrouver dans les produits ménagers. Donc, il va falloir qu'on soit vigilant et c'est ce que je vais vous proposer de regarder ensemble sur comment les identifier et comment les éliminer et les remplacer par des solutions plus naturelles. Les perturbateurs endocriniens, on les trouve beaucoup dans les cosmétiques. Ça va être des parfums, ça va être des conservateurs, ça va être des agents moussants. Et on va en retrouver dans les savons, on va en retrouver dans les gels douche, dans les shampoings, dans les soins pour les cheveux, dans les soins pour le visage, dans les crèmes pour le corps, dans le maquillage. Donc, on va vraiment en retrouver partout. Et on va également en retrouver dans les protections hygiéniques. La différence entre les protections hygiéniques et les cosmétiques, c'est que vu qu'elles ne sont pas considérées comme cosmétiques, nous n'avons pas accès à la composition exacte de ce qu'il y a dans ces produits. Et je sais qu'au Canada, par exemple, il y a eu un scandale qui a émergé parce que les agents blanchissants des protection hygiénique, des tampons et des serviettes, c'était de la dioxine. Et la dioxine, c'est vraiment très, très, très cancérigène. Il peut y avoir des parfums également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos muqueuses génitales font partie des muqueuses qui vont être les plus absorbantes en termes de produits. C'est pour ça qu'on peut passer très facilement par la bouche, la voie génitale et la voie anale pour les médicaments, parce que ce sont des voies d'administration primordiales pour une bonne absorption. Donc, imaginez le contact de ces fameuses substances cancérigènes au fur et à mesure de nos cycles, ça peut avoir un impact conséquent. Donc, les solutions par rapport au cycle et aux protections hygiéniques, ça va être les culottes menstruelles, ça va être les protections lavables, ça va être les cups, ça va être pour les plus téméraires et celles qui se seront formées le flux instinctif libre. Et je vous renvoie sur la vidéo que vous pourrez se trouver sur la chaîne Éclore pour en savoir un petit peu plus.
Par rapport aux cosmétiques à proprement parler, on va pouvoir apprendre à lire les étiquettes. Alors, lire une étiquette, ça paraît quelque chose de monstrueux, mais en fait, pas tant que ça. Déjà parce qu'on a Internet qui est là pour nous aider. Et un site de l'INSEE, INCI, est très facile d'accès et relativement fiable. Il suffit de taper le composant. Vous allez sur le site INSEE et ça va vous donner avec un code couleur rouge, orange, vert, si c'est utilisable, si c'est moyennement utilisable ou si c'est dangereux. Donc, c'est relativement simple. Et moi, j'ai repéré plusieurs types de molécules que j'évite à tout prix. Les premiers, ça va être les SLS et les ALS. Donc, sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate. Les parabènes, alors c'est facile de repérer les parabènes, c'est un nom sur l'étiquette qui se termine par parabène. Les paraffines, parce que c'est un dérivé de la pétrochimie, tout ce qui va être phtalate. Et puis, tout ce qui va être, on va dire, conservateur. Donc, c'est relativement simple, il suffit de regarder l'étiquette et une étiquette, elle est classifiée par ordre, on va dire, de grandeur de l'agent qui la compose. Donc, le premier composant, c'est le composant majoritaire. Le dernier composant, c'est celui qu'on trouve en quantité le plus petite dedans. Donc, il suffit de regarder les premiers composants parce que souvent, les agents moussants, les conservateurs, se retrouvent dans ces premiers composants. Donc, ça va vous permettre de faire du tri dans votre pharmacie, dans votre dans votre tiroir de salle de bain. Je dis ça tout simplement parce que ma pharmacie est dans mon tiroir de salle de bain. Mais ça va vous permettre de faire du tri dans vos cosmétiques pour essayer d'éliminer le plus possible ce qui va entraîner des dérèglements. Alors, une fois qu'on a éliminé tout ça, ça m'est arrivé, j'avais mon tiroir qui était à 90% vide. On se dit, ok, par quoi on va remplacer? Parce qu'il faut quand même bien qu'on continue à se laver, il faut quand même bien qu'on continue à prendre soin de nous. Alors moi, j'aurais tendance à aller assez facilement chez le petit producteur de savon du coin, tout simplement parce que il y a une telle recherche de toxicologie, il y a une telle recherche de qualité et d'innocuité de ces produits, ils sont surveillés vraiment comme du lait sur le feu, qu'ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser des produits potentiellement nocifs. Donc, chez le petit producteur du coin qui fait ses propres savons, vous avez des chances d'avoir des produits de très très bonne qualité pour prendre soin de vous. Ensuite, on peut aller chercher des produits très simples. Il y a la grand-mère d'une de mes amies disait souvent « Ne mets pas sur ta peau ce que tu ne mettrais pas dans ta bouche ». Et en fait, c'est relativement judicieux comme conseil parce qu'on peut aller trouver des produits de soins relativement facilement dans notre cuisine. Du sucre, du sel, du bicarbonate, des huiles végétales. Ça va permettre de faire des gommages, d'hydrater la peau, de prendre soin de sa peau. Alors attention, bien entendu, quand on utilise des huiles végétales, ce sont des huiles végétales de bonne qualité et parce que la qualité des huiles végétales est primordiale. Et puis à ça, on va pouvoir ajouter des huiles essentielles parce que les huiles essentielles vont permettre de faire des soins différents en fonction des types de peau, en fonction du type de cheveux. Alors de la même manière que la qualité est primordiale pour les huiles végétales, la qualité est encore plus primordiale pour les huiles essentielles. Une huile essentielle, c'est un concentré de plante. Si la plante est produite de manière douteuse, sachant que l'huile essentielle est 50 à 70 fois plus concentrée, on va retrouver tous ces produits douteux de manière très concentrée dans l'huile essentielle. Ce qui signifie qu'on va appliquer sur notre peau quelque chose qu'on pense naturel, et je vous ramène à la définition de naturel que je vous ai donnée en début de vidéo. Donc, on va penser mettre quelque chose de naturel et de bénéfique pour nous, alors qu'en fait, ça va être au minimum sans effet, au maximum nocif pour nous. Donc, une huile essentielle de qualité, une huile essentielle chémotypée, ce qui vous donne la carte d'identité de l'huile essentielle, et voilà, vraiment être attentif à la manière dont c'est produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, au vu de la manière dont c'est produit, une huile essentielle a un certain coût et que les huiles essentielles à bas prix sont à fuir parce que, de deux choses l'une, soit les personnes qui les ont produites ont été exploitées, soit on a dû rogner sur la qualité pour avoir ce tarif-là, voire même les deux. Donc, une huile essentielle a forcément un certain coût. Moi, j'ai choisi de travailler avec doTERRA parce qu'il y a un côté scientifique et il y a un côté transparence de la qualité. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi, je pourrai vous expliquer. Pour revenir à nos cosmétiques, effectivement, on peut faire des cosmétiques de manière très, très simple. Un gommage pour le corps, on peut prendre du sucre roux,
un peu d'huile végétale, quelques gouttes d'huile essentielle éventuellement. Et les huiles essentielles qu'on peut utiliser, ça peut être très simple, de la lavande vraie pour avoir un effet apaisant sur le corps et sur les émotions. Ça peut être du néroli, c'est de la fleur d'oranger qui va aussi avoir un effet sur la bonne humeur, sur l'apaisement émotionnel. Donc, imaginez que vous aimez l'odeur de fleur d'oranger, rien ne vous empêche de vous faire un gommage avec du sucre fin, grain fin pour le visage, grain plus gros pour le corps, de l'huile, un peu d'huile de néroli, et comme ça, vous avez un parfum naturel également, parce que les huiles essentielles peuvent vous servir de parfum. On peut utiliser des huiles de fleurs, on peut utiliser les huiles essentielles également, une goutte dans le shampoing pour équilibrer le cuir chevelu. J'aime beaucoup utiliser le citron pour les cuirs chevelus gras, j'aime beaucoup utiliser l'arbre à thé, Melaleuca alternifolia pour les cuirs chevelus qui desquament. Pour apaiser, ça va être de la lavande vraie. Pour hydrater la peau, ça va être du bois de cèdre, par exemple, surtout pour mon garçon qui trouve que la lavande, ça sent un peu trop la fille. Donc, on va vraiment pouvoir, avec les huiles essentielles, avoir des effets et physiques sur la peau et émotionnels pour apporter de l'apaisement. Donc, c'est tout bénef et avec une petite trousse d'huile essentielle, on a plein de produits différents. Donc, les produits de base au niveau cosmétique, du sucre, grain plus ou moins fin en fonction de la partie que vous voulez gommer, du gros sel ou du bicarbonate, ça marche aussi. On peut utiliser de l'huile végétale ou de la crème neutre. Alors, qu'est-ce que j'appelle crème neutre? C'est une crème qui va être sans parfum, justement, et dont la composition va être nickel. On peut utiliser des beurres corporels aussi, beurre de karité, c'est de l'huile de macadamia, beurre de coco ou de cacao, l'huile de coco fractionnée qui va avoir l'avantage, puisqu'elle est fractionnée, de ne pas être comédogène, contrairement à l'huile vierge de coco. Donc, on va pouvoir utiliser ça pour les soins de la peau et même les soins de la peau à problème. Les soins de la peau à problème, très simple, lavande, encens, donc l'encens c'est une huile essentielle qui est issue du boswellia, arbre à thé, on met ça dans de l'huile de coco fractionnée et ça fait un soin du visage pour les peaux à problème qui va permettre de réguler l'excès de sébum et qui va permettre d'avoir aussi un effet apaisant et cicatrisant. Donc il y a plein d'astuces qu'on peut faire et qu'on peut trouver pour prendre soin de nous très simplement, avec peu d'ingrédients et de manière naturelle, efficace et surtout sécuritaire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des outils à utiliser à la maison. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!